laissez-moi vous présenter Daliborka Milovanovic. Je me permettrai d'abord de dire que nous avons été en janvier, elle et moi, dans une rencontre dans Living Planet que l'on peut voir d'ailleurs, une vidéo que l'on peut voir, et c'est là que j'ai compris qu'elle était vraiment l'une des personnes les plus au fait pour la critique radicale de la scolarisation. Donc, Daliborka, que j'appelle Dali, est journaliste, écrivaine, essayiste et éditrice indépendante. Elle a créé la maison d'édition Le Être Myriadis, que vous connaissez toutes et tous, qui publie des ouvrages enfantistes et mater-féministes de référence. Elle mène par ailleurs un travail de recherche indépendant, transversal et pluridisciplinaire sur l'enfance, la maternité, les structures de domination, le langage, le corps, la sensibilité, ainsi que la construction et la diffusion des savoirs dans une perspective écoféministe. Elle publie régulièrement des articles dans diverses revues, médias ou ouvrages collectifs et est l'autrice des sites internet Le Gai Savoir, Philosophie, Éducation écologique et Enfantillage, prendre les enfants au sérieux. Alors j'espère que la technique va fonctionner et que nous allons pouvoir écouter la conférence de Daliborka. Dali, est-ce que tu es en ligne ? Oui, je le suis, vous m'entendez ? Vas-y. Merci. Merci d'abord Juliette d'avoir pris la parole pendant que moi je n'y arrivais pas. C'était vraiment très intéressant. D'abord je voudrais m'excuser auprès de vous toutes et tous de ne pas être présente en chair et en os aujourd'hui. Donc de récentes difficultés familiales dont un décès ont un peu épuisé mes forces et Cécile m'a proposé le compromis de la visioconférence qui me convient tout à fait. L'objet de mon intervention, c'est l'école. Ce que l'école fait aux enfants, ce qu'elle leur fait vraiment, pas ce que nous voudrions qu'elle fasse ou ce que nous prétendons qu'elle fait. Une perspective matérialiste sur l'école donc, mais aussi un démenti, un retour au réel, une mise au jour des mensonges. Je sais bien que les discours radicalement et profondément critiques de l'institution scolaire sont rarement pris au sérieux. On feint de ne pas les entendre, comme on feint de ne pas entendre les discours qui dérangent trop l'ordre des choses. Et on refuse de prendre la mesure de la misopédie qu'elle matérialise et donne pourtant à voir, à éprouver, à mesurer. On refuse de prendre la mesure du mal qu'elle peut faire aux corps enfantins. Et donc, je m'efforcerai de parler de ce qui me paraît difficilement contestable, à savoir de ce qui est, de ce qui reste quand on supprime tous les discours, c'est-à-dire des millions de corps qui chaque matin se lèvent et marchent tels des automates dans une même direction, l'enceinte scolaire pour être enfermée entre quatre murs. Millions de corps à qui on raconte qu'ils sont libres. Donc l'institution scolaire, c'est l'autre structure d'aliénation des corps enfantins, celle qui va assurer leur enfermement total. L'autre, c'est la famille. Je n'établirai pas de hiérarchie du pire entre la famille et l'institution scolaire. Nous pouvons en discuter éventuellement plus tard. De la famille à l'école, les corps enfantins sont assujettis, subjugués, 24 heures sur 24, comme je le disais plus haut, plus tôt. Alors, tout comme la famille, l'école ne reconnaît pas les corps enfantins tels qu'ils sont. Il et elle, excusez-moi si je ne suis pas toujours attentive à l'inclusivité dans l'usage de mes pronoms personnels. Donc, tout comme la famille, l'école procède à leur négation, c'est-à-dire à la réorganisation violente du réel que ces corps constituent. Et ceci à des fins extrinsèques à leur volonté et à leur dignité. Et tout comme le colonisateur, disons capitaliste pour aller vite, elle les exploite, elle les transforme telle une matière brute, première, jusqu'au produit fini. Alors, le façonnement des corps. On va parler du façonnement des corps opéré par l'école. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour, dit-on. On pourrait dire la même chose de la haine. La première manifestation de la haine ou du mépris n'est pas un sentiment, mais ce que cette haine ou ce mépris produisent sur son objet. Si l'on peut parler de misopédie, c'est que les corps enfantins en portent les stigmates. La haine des enfants marque leur corps. Elle les façonne, les modifie, les déforme, parfois jusqu'à l'anéantissement, qui est la forme extrême de la haine.
Il est mille manières de façonner les corps des enfants. La façon de naître par césarienne ou par voie vaginale avec forceps ou ventouse, la façon de les coucher, la façon de les transporter, la façon de les vêtir, la façon de les nourrir, qui façonne leur mâchoire, leurs dents, leur système immunitaire, la façon d'organiser leur temps, le fait même d'organiser leur temps. Toutes ces façons induisent des attitudes et des postures du corps et déterminent à long terme diverses pathologies. Aucune autre structure, aucun autre ensemble de pratiques ne détermine autant des attitudes et des postures corporelles, ces déformations, ces déviations que l'école. L'école façonne les corps humains pendant tout le temps de leur croissance, au moment où ils sont le plus malléables. Avant de poursuivre, une petite remarque. Dans la perspective matérialiste qui est la mienne, je ne distinguerai pas le corps de l'esprit, la matière de la psyché, je parlerai uniquement du corps, prenant ainsi volontairement le contre-pied des discours institutionnels sur l'école qui, eux, n'en parlent presque jamais, tant ils sont obsédés par les compétences et les connaissances. Le corps n'est pas un symptôme de ce que, dans une perspective idéaliste, on appellerait la vie intérieure, le psychisme ou les pensées. Le corps ne les exprime même pas, il ne les signale pas, il ne les masque pas non plus. Le corps est la vie intérieure, le psychisme, les pensées, mais aussi les rêves, les traumas refoulés. Tout au plus, admettrais-je avec Spinoza, un parallélisme entre matière et pensée. Voilà donc ce qu'il faut entendre par le corps dans une perspective matérialiste. Au dualisme corps-esprit, je substituerai la notion de point de vue. Un corps est un point de vue sur lui-même et sur ce qui l'entoure. Il est l'ensemble des dispositifs perceptifs qui lui permettent de prélever des informations sur lui-même et ce qui l'entoure, de traiter ces informations pour y adapter son métabolisme et ses comportements. Les enfants sont donc des corps, en tant que tels tout à fait complets et accomplis. Cependant, dans le paradigme sur la nature humaine qui a prédominé en Occident ces derniers siècles et qui infuse dans toutes ces institutions éducatives, on considère les corps enfantins comme de la matière brute à sculpter, donc inachevé et incomplet, comme je le disais. Le corollaire de cela est la théorie du développement humain, ses disciplines et les prescriptions qui en découlent. Les discours éducatifs se fondent principalement sur la théorie du développement. Je discuterai un peu plus loin les conditions matérielles dans lesquelles a émergé l'institution scolaire. Je voudrais simplement rappeler l'écart entre les discours du XIXe siècle, qui s'appuyaient principalement sur des arguments socio-économiques, et ceux d'aujourd'hui qui relèvent davantage de l'éthique, de la philosophie et du droit, parfois de la science. Les premiers avaient l'avantage de la cohérence avec la réalité. Les seconds sont schizophrènes. Ils disent qu'il pleut quand il ne pleut pas. Ils ne parlent pas de la réalité. Ils ne disent jamais ce qu'ils font réellement au corps des enfants. Ils ne parlent pas de ce qui est, mais de ce qui devrait être. Ils ne parlent pas des corps réels et actuels, mais des corps fantasmés et espérés. Ils ne parlent même pas des enfants en réalité. Ils parlent d'abstraction, d'élèves, d'apprenants, de citoyens. Ils ne parlent pas de ce que font les enfants. Ils parlent de projets. Ils ne parlent pas du présent. Ils parlent de l'avenir. Ils voient d'un côté la matière brute, un corps désorganisable, détournable de ses propres buts, comme on détournerait un cours d'eau. De l'autre, il voit le produit transformé, réorganisé, le cours dévié auquel la société pourra s'abreuver. Gérard Mendel, dans un ouvrage datant des années 70 intitulé « Pour décoloniser l'enfance », a parlé des corps enfantins comme de corps colonisés et exploités. On peut voir ici le destin commun des corps enfantins et des corps féminins, plus exactement des corps maternels, tous deux exploités dans une société productiviste, les uns produits, les autres moyens de production, les deux assignés et contraints. C'est un des présupposés fondamentaux de l'impérialisme patriarcal et adultiste. Les corps enfantins et maternels ne sauraient en aucun cas s'appartenir à eux-mêmes. En aucun cas, ils et elles ne peuvent disposer librement d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur temps. Coloniser le corps, c'est coloniser, exploiter, accaparer le temps du corps. Dans l'impérialisme adulte, pas une seconde enfantine ne doit être perdue. Toutes doivent être employées, à bon escient, rentabilisées, d'où le quadrillage serré du fameux emploi du temps, célèbre EDT que connaissent tous les enseignants. Alors maintenant, je voudrais vous parler du temps et de ce que l'école fait au temps des enfants, au temps des humains d'ailleurs. On ne peut nous voler que ce qui nous appartient en propre.
Or, quoi de plus propre, de plus intime que le temps dont chacun dispose pour vivre? Un jour, un journaliste a demandé à un écrivain quel était, à son avis, le plus grand luxe de notre époque, enfin le grand luxe de notre époque. Et l'écrivain a répondu le temps. L'écrivain en question était François Bégodeau. Le temps, cette chose précieuse, rare et rationnée, après laquelle courent tous les besogneux. Je parle ici non pas du temps contraint, mais du temps disposable, du temps libre, car il n'y a de temps que libre. Librement perdu, librement employé, librement offert, librement échangé. Le temps nous manque cruellement et souvent, conscients de sa valeur suprême, nous disons l'avoir perdu quand nous pensons l'avoir mal employé. Et d'ailleurs, y aurait-il autant de lamentations autour du temps perdu si notre temps, celui qui nous est imparti à notre naissance, qui nous appartient en propre, ne nous était pas volé? Son temps à soi, c'est comme son corps, une des choses les plus personnelles, les plus intimes, les plus inviolables, oserais-je dire les plus sacrées qui soient pour un être vivant et sensible. Ainsi, voler, violer le temps d'une personne est peut-être un des plus grands crimes sous lequel tombe naturellement la privation de vie, considéré dans toutes les morales et les systèmes juridiques du monde comme le crime ultime. Tuer est en effet priver quelqu'un de son temps à soi. Mais peut-on poser la question inverse? Priver quelqu'un de son temps à soi, est-ce en une certaine manière le tuer? Je pense pour ma part que oui. Non pas le faire mourir totalement, mais faire mourir sa sensibilité, son intelligence, sa créativité, son désir et son point de vue. Nous vivons ainsi, dépourvus de temps, dans des sociétés qui lui accordent une grande valeur au point de le mesurer, de le rationaliser, de le calculer, de le comptabiliser de façon obsessionnelle. En même temps qu'elles accordent une grande valeur au temps, elles dévalorisent le temps propre qu'elles dérobent à chacun. La plus grande voleuse de temps dans notre société, et la toute première, c'est l'école. L'école emploie, capture, réserve à des fins extrinsèques aux individus près du quart du temps dont chacun dispose à sa naissance. Dès l'instant où un enfant passe le seuil d'une école, il pénètre dans une autre dimension, où son temps propre est annihilé, en même temps que son corps et son esprit sont maintenus dans un étau. Ses jambes attachées à sa chaise, ses bras menottés à son cahier, ses sens écrasés par les murs de la salle de classe, sa pensée repoussée par le flot incessant et non sollicité des paroles du professeur, son expérience, son point de vue diminué, limité, appauvri. Peut-être certains affirmeront-ils que j'exagère, et selon une définition du bien assez limitée au fond, voire franchement travestie, que le temps des enfants est bien employé dans les écoles. Les laudateurs de l'école promettent en effet aux enfants et à leurs parents instruction, émancipation, prospérité. Même en se limitant à raisonner dans les termes de ceux qui conçoivent les programmes scolaires, on constate qu'il s'agit d'une croyance que démentent cruellement les faits consignés par les sciences sociales et diverses enquêtes de performance. Les enfants échouent, entre guillemets, en grande partie à l'école, majoritairement perdant du jeu et de la comédie scolaire. La berceuse de l'idéologie scolariste devient dès lors pure incantation sans effet, fausseté si évidente, si concrète, si visible qu'il est permis de douter de l'innocence de ceux et celles qui la profèrent. En réalité, l'école vole le temps de la façon la plus abjecte qui soit. C'est le temps le plus important de la vie, celui de l'enfance, du développement, de la découverte, des premières fois, des apprentissages fondamentaux pour le corps et l'esprit. Ce temps ne pourra jamais être rattrapé, retrouvé ou compensé. Et rien de ce que notre temps futur sera cousu ne vaudra ce temps volé et irrémédiablement perdu. Car ce que les enfants apprennent dans les écoles, ils pourraient l'apprendre en 2, 3, 4, 10 fois moins de temps. Ça dépend des capacités, des motivations de chacun. Quel temps on gagne quand on n'a pas à faire le trajet de la maison à l'école et de l'école à la maison? Quand on n'a pas à se déplacer d'une salle de classe à une autre? Quand on n'a pas à attendre que le professeur obtienne le silence dans son cours? Qu'il ou elle puisse enfin répondre aux besoins particuliers de chacun, chacune? Quand on n'a pas à recopier stupidement des dizaines de milliers de phrases souvent insensées, à résoudre des faux problèmes, à effectuer des exercices artificiels, quand on peut apprendre de la façon la plus adaptée à sa sensibilité et à ses capacités propres, quand on n'a pas à forcer son esprit avec des choses inintéressantes ou parfaitement inutiles. Pour vous convaincre, je vous propose d'interroger des enfants et des parents qui ne recourent pas au service scolaire et qui s'instruisent librement. Vous constaterez que le temps d'acquisition des savoirs et des compétences scolaires est si réduit en comparaison de celui réquisitionné par l'école, qu'il devient impossible de ne pas concevoir de la culpabilité à l'idée de la terrible amputation que nous infligeons à nos enfants et qui nous a été infligée quand nous étions petits.
Je pourrais également vous parler de ma propre expérience et de celle de mon enfant qui est entré au lycée à l'âge de 17 ans et s'y est aisément acclimaté sans jamais avoir subi d'extorsion de son temps. Par rapport à un enfant régulièrement scolarisé, il a gagné 10 ans. 10 ans de vie. Je vous laisse juste imaginer ce que ça représente. Pensez à tout ce qu'on peut faire en 10 ans. En effet, il les a gagnés, épargnés et même sauvés envers et contre des forces antagonistes. La libre jouissance de ce qui nous appartient, pourtant en propre, n'est malheureusement pas garantie dans notre société. Une société qui, quand il s'agit de jeunes personnes, de mineurs, entre guillemets, se permet de déroger au droit commun, celui des droits fondamentaux. Et si seulement le temps n'était que perdu, sans autre conséquence, si seulement il n'en découlait qu'une vie écourtée, un reste à vivre néanmoins plein et joyeux. Malheureusement, force est de constater que cette amputation a de graves conséquences pour la suite. Privé du temps de libre exploration de son corps, de son esprit, des vivants qui nous entourent, de nos relations à eux et elles, nous sommes privés des expériences et des apprentissages cruciaux permis par ce temps d'exploration. Il en résulte des vies affaiblies, malades, névrosées, des demi-vies ou des dixièmes de vie, ce d'autant plus que jamais la réparation n'est possible. La grande voleuse de temps préparant l'entrée en scène d'un autre grand dévoreur de temps, le travail. Nous naissons tous avec une certaine quantité de temps à vivre. Ce temps nous appartient comme notre vie nous appartient. Nous sommes notre temps. Vivre, c'est avoir du temps, avoir le temps. Nous devons pouvoir en disposer comme nous disposons de nous-mêmes, c'est-à-dire comme bon nous semble, nos enfants aussi. Non contente de voler le temps des enfants, l'institution scolaire leur ment. Ces mensonges ont pour conséquence la négation de leur propre expérience et le brouillage de leur perception auxquels les enfants ne peuvent plus se fier. Leur temps serait bien employé pour leur bien, dans leur plus grand intérêt, dans leur fameux intérêt supérieur qui est toujours déterminé par autre que soi. Ils auraient besoin d'être dirigés pour apprendre et il y aurait des champs de connaissances qui auraient plus de valeur que d'autres. Leur propre valeur peut-être pourrait être mesurée, enfin la valeur des enfants. Pourtant, bien que les éducateurs n'aient plus que le mot consentement à la bouche, qui s'enquiert véritablement du consentement des enfants à aller à l'école? Pourtant, le respect de l'intimité de l'enfant commence par là. Son temps est son intimité et il ou elle doit pouvoir en disposer librement. De cette torsion de la réalité dérivent les torsions éthiques et juridiques contenues dans la notion d'intérêt supérieur de l'enfant et dans celle de droit à l'instruction, travestie en obligation scolaire. De la grande voleuse à la grande menteuse. Lorsque la loi du 28 mars 1882 rend l'enseignement primaire obligatoire, c'est en fait l'aboutissement d'un grand réaménagement économique et social orchestré par les gouvernements successifs et qui a débuté plusieurs décennies auparavant. On le sait aujourd'hui, les objectifs qui ont présidé à ce grand mouvement d'enrégimentement sont loin d'être aussi nobles que nous le comptent aujourd'hui les sites gouvernementaux. Le fameux droit à l'instruction dont se réclament de nos jours les législateurs pour restreindre les libertés des jeunes personnes et de leurs familles n'existait tout simplement pas à ce moment. Il s'agissait tout bonnement de parquer, pour mieux les contrôler, les enfants des pauvres, ceux-là même qui auraient pu représenter une menace pour les pouvoirs en place. L'histoire de l'école est sans doute la plus trafiquée de toutes les histoires institutionnelles que bonimentent les gouvernements du monde entier. Non, Duruy, Ferry et consorts n'ont pas été les grands sauveurs d'enfants de pauvres qu'on dépeint souvent. Et l'enrégimentement ne s'est pas fait de bon cœur. Pas parce que tous les parents de familles pauvres seraient d'horribles thénardiers qui veulent exploiter leurs enfants, et comme si les gouvernements, eux, n'avaient que de belles intentions bienveillantes à leur égard. Soit dit en passant, ce soupçon de malveillance à l'égard des parents versus la bienveillance des institutions plane encore aujourd'hui et justifie bon nombre d'outrages. Donc cela ne s'est pas fait de bon cœur parce qu'il s'agissait là d'une véritable révolution anthropologique qui mettait sans dessus-dessous les structures sociales les plus élémentaires. On peut comprendre que la scolarisation forcée des enfants et l'esclavagisation de leurs parents dans les usines ne soient pas allées de soi. Un siècle plus tard, la révolution industrielle ayant bouleversé l'organisation sociale et économique des habitants des régions où elle a déferlé, limitant leurs mouvements par un maillage structurel incroyablement serré, mais n'était-ce pas déjà le cas de la révolution néolithique, me diront certains. Donc la logique du droit international apportera au narratif scolariste un nouveau souffle et une nouvelle occasion de se parer des atours de la vertu. Désormais, on parle de droit à l'instruction quand il s'agit d'obliger une jeune personne à aller à l'école. Mais il y a là quelque chose qui m'échappe. Avoir le droit de manger ne signifie pas être obligé de manger. Avoir le droit de voter ne signifie pas être obligé de voter.
Si? Comment d'un droit peut-il découler une obligation? Certes, celles et ceux qui se posent cette question sont rares, mais il et elles existent. Cette question, les enfants se la posent naturellement. Pourquoi suis-je obligé? Mais vous ne trouverez aucun raisonnement juridique qui vous permette de comprendre l'inférence qui mène du droit à l'obligation. D'ailleurs, dans les textes de droit, l'inférence n'est même pas posée. On voit simplement des formules telles que droit à l'instruction et instruction obligatoire, utilisées indifféremment l'une pour l'autre et donc posées comme équivalentes. Comment des personnes censées être aussi méticuleuses que des juristes peuvent-elles confondre les deux formules? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que l'obligation n'a jamais découlé du droit, qu'il soit humain ou de l'enfant. Qu'on a tendance à dissocier d'ailleurs. Apparemment, les enfants ne sont pas des humains. L'obligation précède le droit. Les amendes, la police, la prison précèdent le blabla juridique justificateur. Des jurisprudences européennes ont essayé de se sortir de cette manifeste contradiction, en arguant du fait que les États signataires des textes européens implémentaient à leur convenance ce droit à l'instruction dans leur législation. Donc, si un État décide d'interpréter la formule droit à l'instruction comme instruction obligatoire, il continuera d'obliger les jeunes personnes, avec la bénédiction et la caution morale des grands sages européens, quand bien même cette coercition entrerait en conflit avec d'autres droits. D'autres répondraient que l'instruction obligatoire est le seul moyen qu'un État a trouvé pour garantir le droit à l'instruction. Encore de la mauvaise foi. Ou alors, les législateurs ne se sont pas beaucoup creusé la tête. Pour faire court, on obligeait déjà les enfants à aller à l'école. C'est tout compte fait une manière de satisfaire à ce droit. On prenait de s'acquitter sans trop changer l'ordre établi et à peu de frais de son engagement à garantir ce droit. Pourquoi donc changer quoi que ce soit? Garantir authentiquement un droit à l'instruction pour un État, c'est-à-dire offrir un accès libre et facilité à une grande diversité d'enseignements riches et attrayants, implique de ne pas se contenter du minimum, sorte de cantine scolaire de l'enseignement, repoussante et immangeable, et qui, pour être avalée, rend la coercition absolument nécessaire. Un ami qui vous prépare un plat délicieux a-t-il besoin de vous mettre un couteau sous la gorge pour que vous le goûtiez? Ou qu'il invente une loi pour cela? Et on voit ici qu'à l'école comme au travail, la rentabilité implique la violence. Il est tout à fait légitime de douter que l'enseignement scolaire tel que dispensé actuellement dans les écoles permette réellement d'assurer ce droit à l'instruction de chaque citoyen. La scolarisation ne représente-t-elle pas en réalité une limitation? Vous peinez sans doute à admettre ce fait. Vous pensez probablement que l'école a représenté un progrès merveilleux pour tous les enfants, pour l'humanité entière, réduite aux pays occidentaux. Peut-être vous accrochez-vous à ce conte de fées comme l'enfant s'accroche au Père Noël. C'est qu'il est très difficile de s'extraire des représentations de l'école qui ont été forcées dans nos crânes depuis notre plus tendre enfance. Comment pouvions-nous autrement qu'en promettant un paradis illusoire, faire accepter à notre progéniture cette injustice qu'est la camisole scolaire? Il est difficile de percevoir en quoi l'école forcée a constitué un appauvrissement pour les peuples plutôt qu'un enrichissement. Pourtant, une enquête historique et ethnographique honnête nous permettrait facilement de comprendre tout ce que nous avons perdu avec l'embrigadement industriel et scolaire. Ces deux tiers-mondes que sont les pays du Sud le perçoivent peut-être plus aisément que nous ne sommes en mesure de le faire, eux qui n'ont jamais accédé au paradis promis. En réalité, l'obligation scolaire, qui est une obligation à l'appauvrissement culturel, au rétrécissement de son horizon, à l'hétéronomie, à se soumettre au viol de son corps, est en contradiction totale avec l'esprit d'un droit à s'instruire, c'est-à-dire à accéder à toutes les sources de connaissances disponibles de manière autonome selon ses besoins et ses projets. La remise en question d'une instruction obligatoire, d'un socle commun de connaissances et de compétences qui nous est imposé, est en fait un préalable incontournable à la remise en question de l'obligation scolaire. Comment se fait-il qu'au nom de cette instruction, on nous oblige à passer le plus clair de nos journées, assis à écouter un cours, puis une fois à la maison, le crépuscule passé, à faire ses devoirs, quand nos corps ont prioritairement besoin de nombreuses heures de mouvement au quotidien, que nos yeux ont besoin de regarder au loin et quand la nuit tombe, de vagabonder ou de se fermer? Comment se fait-il qu'on force dans nos corps des connaissances, souvent de mauvaise qualité et inutiles, court-circuitant les apprentissages essentiels à notre survie, instillant en nous le poison du doute quant à nos capacités à apprendre? Comment se fait-il qu'on nous prive des meilleures années de nos vies, celles pendant lesquelles nous sommes censés bâtir les muscles, le squelette, les sens, les idées, les compétences, les connaissances dont nous aurons besoin toute notre vie? Il n'y a aucun bon sentiment, aucune bonne intention, aucune morale, aucun argument fut-il scientifique, aucune excuse qui justifierait et rendrait acceptable une telle effraction de nos corps, une telle privation, une telle amputation. Peut-être est-ce parce que nous avons omis de questionner l'obligation d'instruction, qui est la nuisance première, que nous ne nous sortons pas aujourd'hui de la quasi-obligation scolaire.
Sans doute est-il temps de prendre pleinement la mesure de ce qu'il nous faut combattre. Nous ne pourrons pas contester qu'on nous force à manger au restaurant plutôt que chez soi si on ne conteste pas d'abord le fait qu'on décide à notre place de ce qui doit être mangé. Et pour finir, je voudrais, fidèle à mon esprit écoféministe, vous proposer une autre forme d'exposition des idées, à savoir un poème. On enverra nos enfants à l'école quand les vôtres iront en chantant. Peut-être, s'ils le veulent bien, s'ils y trouvent de l'intérêt, si leur choix est réversible. Vos enfants ne chantent pas dans vos écoles, ils pleurent. Les entendez-vous pleurer? Entendez-vous les sanglots de leur cœur? Le pouvez-vous même? Non, vous ne le pouvez pas. Vos propres cœurs sont éteints d'avoir trop pleuré. Ils ont pleuré l'arrachement à l'intime. Ils ont pleuré la trahison et le mensonge des grands. Ils ont pleuré le temps perdu, le temps volé. Ils ont pleuré les songes interrompus. Ils ont pleuré les pieds liés à la chaise et les mains au crayon. Ils ont pleuré l'écran des murs sur les yeux avides de lointain. Ils ont pleuré la distance et le silence. Ils ont pleuré et pleuré jusqu'à ce que vos yeux se dessèchent, que vos peaux se tannent. Vos enfants pleurent à leur tour et vous dites que c'est bon pour eux et vous dites que c'est bon pour nos enfants. Mais nous entendons vos enfants. Ce ne sont pas des rires, ce ne sont pas des chants. Nous sommes tristes pour elles et pour eux. Nos enfants sont tristes avec nous. Nous les regardons courir derrière leurs barreaux. Leurs hurlements déchirent nos cœurs. Vous nous dites que c'est ça, être enfant? Nous savons que vous mentez, comme des arracheurs de dents. Ces enclos ne sont pas des lieux pour aucun vivant. Nous avons l'immensité du ciel omniprésent, l'éternité de l'instant où la nuit n'est que la continuation du jour. Nous avons les jeux, les tourbillons de feuilles, la gadoue et les bouts de bois. Nous avons les heures et les jours pour chanter, et nous chantons. Vous dites à nos enfants, venez chanter dans nos écoles. Non merci, ça ira comme ça. Alors vous venez les chercher, vous nous les arrachez de force. Vous ne les entendez pas crier? Comment le pourriez-vous? Vous confondez le jour et la nuit, le soleil et la pluie, le oui et le non. Vous dites ah quand c'est nona. Seriez-vous fou? Pourquoi voulez-vous nos enfants? Tous les enfants. Les enfants ne sont pas bêtes et elles comptent sur nous. Alors à l'école, on enverra nos enfants quand les vôtres iront en chantant. Peut-être, si elles le veulent bien, si elles peuvent sortir à tout moment. Merci. Merci Dali. Je dirais à l'école comme à la guerre, n'est-ce pas? Vos questions, mesdames, messieurs. On a 7 minutes, pardon. C'est juste, parce que, Dali, je crois que tu n'as pas dit l'auteur du poème, Alexandre Romanès, si je ne m'abuse. Excuse-moi, l'auteur du poème, c'est moi. Ah. L'autrice du poème, c'est moi. Et le début, c'est lui? En fait, ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que ce que je reprends à Alexandre Romanès, c'est uniquement la phrase « On enverra nos enfants à l'école quand les vôtres iront en chantant ». Le poème est de moi. Catherine? Oui, excusez-moi d'avoir encore une question. Rapidement, s'il te plaît. Oui, je vais faire le plus vite possible. Dali, c'est Catherine. J'ai 2 questions. À un moment, je me suis demandé si, à un moment, tu as dit le droit à l'école, à l'instruction, veut-il dire que l'instruction doit être obligatoire? Je me suis demandé si tu voulais dire école, parce que mais après j'ai compris que peut-être tu voulais bien dire instruction, puisque oui. Voilà, d'accord. Je parle de l'obligation d'instruction, oui. D'accord. Et sinon, je me suis demandé si tu ne pouvais pas ajouter dans ce que l'école fait aux enfants, ce qu'elle fait aussi à nos relations avec les enfants, parce que moi j'ai beaucoup ressenti ça, par exemple avec mes petites filles, depuis qu'elles vont à l'école. C'est comme si les adultes, c'est comme si ça discréditait finalement tous les autres adultes comme source de savoir, ou enfin que quand les enfants sortent de l'école, ils veulent rester entre eux, s'amuser, ils ont besoin de se détendre, et ils veulent plus avoir affaire aux adultes en fait, parce ils considèrent les adultes finalement comme des ennemis. C'est là que c'est la destruction des relations entre enfants et adultes. Oui. Dali? Oui. Qui est-ce?
Est-ce qu'il y a encore un peu de temps? Oui, oui, merci beaucoup. J'ai vu que vous aviez écrit un livre, pardon, je ne l'ai pas lu, sur Punk Parent, la parentalité punk, si j'ai bien vu. Est-ce qu'on peut appliquer la punkitude aussi à l'école? Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Est-ce que ça donne du homeschooling? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec le homeschooling? Désolée, je suis débutante en punk parenting. Non, pas de problème. En fait, je vous invite à lire John Holt. Il a écrit plusieurs ouvrages vraiment merveilleux. Et notamment dans un de ceux-là, il parle d'écoles, appellerait-on ça toujours des écoles ouvertes, où chacun pourrait venir, entrer et sortir, où des savoirs seraient, seraient proposés et il décrit ça très bien. Vraiment, je vous invite à lire ce livre. Moi, j'imagine des choses comme ça, ouais. Donc oui, ça peut être punk, ouais. Question en ligne. Plutôt une remarque. La remarque dit « Le droit à l'instruction est un droit fondamental ». Dire ainsi que l'instruction contrevient aux droits fondamentaux est paradoxal. Loin de moi l'idée de dire que l'enseignement est parfait, loin de là, mais prôner un enseignement à domicile pour les enfants qui le souhaitent revient à promouvoir un enseignement de classe où les plus fortunés, ayant des parents qui peuvent participer activement à leur éducation, seraient mieux lotis que d'autres, issus de milieux socio-économiques moins fortunés, qui seraient obligés d'aller dans une institution scolaire publique, entre guillemets, repoussante, comme vous le dites. Dali. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais enfin, en plus, on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà 55. Mais alors, déjà, les inégalités sociales, c'est déjà le cas dans l'école. Hein, donc, il y a ceux qui ont les moyens d'inscrire leurs enfants dans les super écoles pour futurs ministres versus ceux qui vont dans l'école publique. Ensuite, c'est mal connaître le monde de l'instruction en famille. Il y a très peu d'enquêtes sociologiques qui ont été faites sur ce milieu-là. Et en fait, c'est pas forcément les plus privilégiés qui font l'instruction en famille. Et quand ils le font, ils renoncent souvent à leur privilège parce qu'ils ont leur niveau de vie qui est baissé, justement pour que les parents puissent s'occuper des enfants. Donc, je trouve que, je comprends pas très bien, comment dire. Je suis pas sûre de comprendre si c'est un argument contre ce que j'ai dit, mais bon, enfin, je suis un peu. Je vois qu'il est 56 et en fait, il faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question.